Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qu'au Moyen-Âge on appelle la féodalité. Ici Monsieur Fouché, c'est parti. On l'a vu précédemment, au Moyen-Âge, la possession de la terre est centrale dans les relations entre les hommes. Pour rappel, la possession de la terre donne au seigneur le pouvoir de commander, le pouvoir de rendre la justice et surtout le droit de lever des impôts. Mais la question qui est restée en suspens est la suivante. De qui provient la terre du seigneur ? Cette terre provient en réalité d'un autre seigneur, plus puissant, que l'on appelle le suzerain, et qui a délégué une partie de ses terres à un autre seigneur, qui est son vassal. La possession de la terre est transmise et confère à celui qui la reçoit les droits et les pouvoirs du seigneur. Cette terre qui est transmise est un fief. Le fief est bien entendu de taille variable. Au minimum, celui-ci doit permettre au seigneur qui la reçoit de subvenir aux besoins de sa famille et d'entretenir un cheval. D'où le nom de chevalier qui est donné au plus simple des seigneurs. Le fief peut aussi être d'une taille plus qu'honorable et recouvrir l'équivalent de plusieurs régions françaises. C'est le cas du roi d'Angleterre qui, juste au début du XIIIe siècle, recevait de la part du roi de France, comme fief, près d'un quart du royaume en tant que duc de Normandie et d'Aquitaine, comme on le voit sur la carte. Une question doit vous venir à l'esprit. Quel est l'intérêt pour un seigneur de se séparer d'une terre et donc de perdre les impôts versés par les serfs qui vivent sur cette terre ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un seul homme ne peut régner efficacement sur les terres immenses sans hommes loyaux qui lui obéissent. Lorsque le suzerain transmet une part de ses terres à un vassal, ce transfert n'est pas gratuit et oblige celui qui reçoit la terre à rendre des services à son suzerain. Quels sont ces services ? Voyons tout d'abord les obligations du vassal. Il doit servir militairement son suzerain. Lorsque le suzerain le demande, durant 40 jours par an, le vassal doit combattre pour son suzerain, lorsque celui-ci fait appel à son ost ou à son banc. Il doit aussi une aide sous la forme de conseil auprès du seigneur et enfin une aide financière à différents moments de la vie du suzerain. Ainsi, il participe au financement du mariage de la fille aînée du suzerain, à l'équipement militaire du fils aîné lors de son adoubement. Il doit l'aider lors de son départ en croisade. Et enfin, dernière aide financière, mais pas des moindres, il paye la rançon si son suzerain est fait prisonnier. Ces obligations sont réciproques. Le suzerain a lui aussi des obligations envers son vassal. Première obligation, dont on a déjà parlé, le fief. Le suzerain doit un fief à son vassal. Celui-ci doit être de taille suffisante pour subvenir au moins aux besoins de sa famille et à l'entretien d'un cheval. Le suzerain doit une assistance militaire, si son fief est attaqué ou envahi, mais aussi en cas d'attaque devant les tribunaux. Ses droits et ses devoirs sont mis en scène lors des cérémonies d'hommage. À intervalles réguliers, vassal et suzerain se réaffirment leurs engagements. Cela prend la forme d'une cérémonie où le vassal vient rendre hommage à son suzerain, alors que celui-ci lui redonne toute sa confiance et lui transmet à nouveau son fief. Que se passe-t-il en cas de manquement à ses obligations ? Si le vassal manque à ses obligations, le suzerain peut lui confisquer son fief. Si un suzerain manque à ses obligations, le vassal peut aller se plaindre auprès du seigneur, du suzerain, qui sera à même de juger la situation, décidera peut-être de transmettre le fief définitivement au vassal. Ces relations d'homme à homme s'inscrivent dans une véritable pyramide que l'on appelle la pyramide féodale ou la pyramide vassalique. Presque tous les seigneurs sont suzerains et vassaux à la fois. En haut de cette pyramide se trouve en théorie le roi, qui se trouve être le seigneur de seigneurs, suzerain des suzerains. Au niveau en dessous se trouvent les grands seigneurs qui portent souvent les titres de duc. Au niveau en dessous se trouvent les marquis, puis les comtes, les vicomtes, les barons, les bannerets, et les chevaliers enfin. Au Moyen-Âge, on observe la mise en place d'une lutte entre les seigneurs afin d'obtenir plus de pouvoir. Comment devient-on plus puissant au Moyen-Âge ? Simplement en augmentant les terres sur lesquelles on règne afin d'obtenir plus de vassaux, et donc une plus grosse armée, et donc plus de richesses. En résumé, autour de l'an 1000 se met en place un système de relations de fidélité entre les seigneurs, qui passe par la transmission de la propriété des fiefs. Cette transmission contraint vassal et suzerain à des obligations, des services tels que l'assistance militaire et financière ou l'assistance juridique et la protection. Enfin, ce système structure l'ensemble du territoire et conditionne le développement du pouvoir royal.